Ce que la CENI a fait, c'est une très bonne chose. Je suis en train de penser, d'estimer qu'il faudrait peut-être changer le vocabulaire. Au lieu de parler de l'invalidation, j'ai comme l'impression que le terme est un peu fort, parce que tous ces candidats n'ont jamais été d'abord validés comme députés. Donc à ce stade, on ne peut pas parler de l'invalidation. Et on peut peut-être parler simplement d'une annulation pour cause de tout ce qui est grief, fraude, tricherie. Moi, je n'ai pas apprécié la procédure de la CENI. Parce qu'aujourd'hui ou demain, nous pourrons voir ces gens-là à nouveau investis par la Cour constitutionnelle. Je pense que la CENI aurait dit, étant partie prenante, saisir d'abord la Cour constitutionnelle en invalidation de ces candidats-là. Et non, ce n'est pas de sa compétence d'invalider. Parce que ça risque de constituer un vice de procédure et que sa décision soit annulée et que ces gens-là soient réinvestis. Le fair play, ce n'est pas seulement en football ou en sport en général, mais également en politique, où on gagne ou on perd. Et maintenant, il y en a qui, sur le terrain, ont pu tricher, ont pu pratiquer ce qu'on peut qualifier de mauvais jeu. Parce qu'il y a des joueurs et il y a les jeux. Il faut savoir jouer comme il se doit. Et quand, sur le terrain, vous faites le mauvais jeu et l'arbitre sanctionne, il faut être conséquent. Il faut accepter la sanction. C'est encore le fair play dont je parlais. Et à mon humble avis, chacun doit être conséquent par rapport aux actes posés. C'est une première dans notre pays. Tout le monde est en train de crier au changement. J'ai comme impression que les gens crient au changement, mais dans leur mental et dans leur savoir-faire, il n'y a pas de changement. La CENI, en tant qu'institution de la démocratie, elle doit avoir des éléments probants qui montrent que réellement, il fonde son jugement sur les éléments qu'il a, parce qu'il ne peut pas dénoncer des gens comme ça sans pour autant avoir des éléments. On peut comparer les jeux politiques actuellement, surtout ceux-là qui sont en train de postuler, comme les gens qui sont en train de jouer à la loterie. Ils pensent que maintenant c'est dans la politique où il faut aller pour s'enrichir, dans la politique il faut aller pour avoir des immunités, dans la politique on peut faire tout sans pour autant qu'il y ait des sanctions. C'est vrai que beaucoup s'interrogent face à la décision de la CENI d'écarter 82 candidats aux législatives. Il y a lieu de s'interroger quelle est la portée juridique de la dite décision. Le professeur ordinaire et émérite Bakandéja a été joint au téléphone par la rédaction de la RTNC pour apporter la lumière. Suivez. La décision du Conseil d'État ne m'étonne pas parce que le Conseil d'État agit conformément à ses propres règles en matière de procédure devant cette haute juridiction administrative. C'est-à-dire qu'ici, il y a application des règles de droit administratif. Alors, dans le cas d'espèce, la CENI est compétente pour annuler les résultats des scrutins lorsque les griefs reprochés impactent sur les résultats du vote. Ça, c'est dans le cadre de l'intégrité du scrutin. La CENI n'a pas invalidé ou annulé le résultat des candidats, mais elle a simplement annulé les résultats des votes émis en faveur des candidats qui sont aujourd'hui poursuivis. C'est donc une sanction administrative. Donc le recours juridictionnel par les candidats ne changera rien, parce que la CENI a tiré sa compétence dans la loi organique. Les candidats dont les résultats ont été annulés devraient donc avoir des difficultés. Ils pourraient le faire que devant la Cour constitutionnelle après la promulgation des résultats provisoires par la CENI. En ce moment-là, la Cour peut éventuellement, comme on l'a fait pour l'élection présidentielle, rejeter, et si ce n'est pas fondé. Bon, la Cour de cassation s'est saisie du dossier parce qu'il y a des infractions pénales. Ça intéresse l'ordre public et donc le procureur général près la Cour de cassation a compétence. Je vous informe par exemple que même lorsqu'on a triché, on s'est organisé pour avoir des faux diplômes, avoir des diplômes, on peut vous poursuivre après. Ce sont des infractions pénales. Une marche de soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été organisée à Lubumbashi. Le parti membre de l'Union sacrée pour la nation a salué à cette occasion la réélection du président de la République pour un second mandat suivi.
Les caucus des cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, évoluant dans l'espace Katanga, a organisé ce vendredi 12 janvier 2023 dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, une marche de soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des élus de la région du Katanga se sont donc retrouvés autour du chargé des missions du chef de l'État dans le sud-est de la RDC, Michel Kabouemamba, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe, Fabien Moutombo Kankato, des députés de l'UDPS et des milliers de militants. Ils sont partis du siège du parti à la grande place de la Poste, en passant par la chaussée Laurent-Désiré Kabila, l'avenue Taboura, Kassavubu, avant de revenir sur la chaussée et chuter sur le temple de la démocratie. Saisissons cette solennelle circonstance pour vous assurer notre indéfectible loyauté, disponibilité, fidélité et accompagnement quant à la consolidation des acquis de votre premier quinquennat. À l'occasion, Michel Kabouemamba a appelé les responsables des provinces du sud de l'ex-Katanga à prendre des dispositions pour la sécurisation de la population. Pour montrer notre joie parce que nous venons de faire réélire notre candidat. Notre ticket gagnant, qui était le numéro 20, qui s'est fait réélire. Des réjouissances populaires ont ponctué cette série d'activités de soutien au chef de l'État. Je reviens sur cette actualité. Le résultat de législative nationale de décembre 2023 sont enfin connus. La centrale électorale a rendu public tard dans la soirée sur nos antennes la liste provisoire des candidats élus députés nationaux. Liste à lire absolument sur le site de la CENI. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition des 7 heures. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 13 heures. La communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sous tous vos écrans. Le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Kabwanga Kasséou Symphorose, invite tous les retraités de 2003 à 2021 dont les dossiers ne sont pas encore en ordre de passer à la direction des pensions et rentes du secrétariat général aux anciens combattants à partir du mercredi 10 janvier 2024 aux fins de la régularisation. Et c'est signé à ses scrutins pour 500 sièges à l'Assemblée nationale parmi les meilleurs élus de la République. L'opposant est l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo au Maniema, Adrien Boukele à l'Équateur et Edmond Mbaz au Lualaba. La liste complète de tous les élus à lire sur les sites de la CENI. Autre sujet d'actualité, c'est le désengagement de la mission d'observation, c'est la mission des Nations Unies à la RDC. Cette question a fait l'objet d'une conférence de presse conjointe gouvernement congolais MONUSCO tenue à Kinshasa, c'est 13 janvier 2024. Conférence au cours de laquelle le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, ont réaffirmé la volonté des entités à œuvrer ensemble, bien entendu, pour un retrait progressif responsable de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Doris Monzo pour le reportage. Le départ de la MONUSCO de la République démocratique du Congo sera de plus responsable. Par une communication concertée, le vice-premier ministre
ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala et Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, ont réaffirmé la volonté des deux entités à œuvrer ensemble pour un retrait progressif, responsable, honorable et exemplaire. Nous avons fait un travail en toute responsabilité et nous partageons les conclusions qui ont été consignées dans la note qui porte effectivement sur les désengagements complets de la MONUSCO de la RDC. Cette note, à ce qui me concerne, je l'ai soumise au président de la République et au gouvernement. Ce qui concerne Mme Bintou, certainement que la hiérarchie a été informée. Bonne nouvelle, le Conseil s'est réuni, je crois, le 19. Le Conseil a adopté notre proposition à travers sa résolution 27-17. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre de cette résolution. Les eaux de la rivière Bichaku-Chaku, au déborde. Devant l'abrallement sur poids lourd, la route a disparu. La pirogue est devenue le moyen de transport le plus sollicité depuis la montée de eaux dans ces coins de la capitale, ce qui constitue une bonne affaire pour le pagailleur. Si ces derniers s'y frottent le main, le commerçant, eux, grincent dedans. Nous allons travailler comment et ça fera comment? Les élèves, les officiers et nous les pasteurs dans les églises, alors nous fermons, nous fermons. Nous payons de 500, de 1000 francs selon le prix d'où les traverseurs doivent fixer. Les inondations dans la ville de Kinshasa ont modifié même le quotidien de Congolais, même de moyens de traverser ont modifié. Aujourd'hui, nous allons faire pareil comme les habitants de Barumbu. Nous avons aussi pris notre pirogue pour traverser de l'autre côté. À l'entrée de la prestigieuse cité du fleuve Ses-Enfants, ça donne à cœur joie. À la natation, la cité n'a pas été épargnée par les eaux du fleuve Congo. De rez-de-chaussée abandonnés par les occupants, impossible de résister à l'envahissement des eaux. Pour se déplacer ici, il faut recourir à la pirogue, sur de moyens disponibles. C'est une cité qui s'est faite moderne, mais depuis les inondations de pluie diluvienne, la cour a disparu, le jeu en cessé. Seule la pirogue et le voiture et de moto sont de moyens de communication, mais parfois très difficiles. À quelques mètres de la cité du fleuve, la crue de eaux du fleuve Congo impose une cohabitation entre 6 habitants, les eaux et les ordures, exposant ses résidents à de maladies, notamment le choléra. Limité, boyebi ke ezana ba izine belé, ba salité nyonso ba izine ezo coulé, siko evandeli bato. Contraints par la force de choses, certains habitants dorment à la belle étoile. Ces images apocalyptiques laissent la place à un désespoir. Nombreux ont perdu de biens de valeur, un cauchemar qui est loin de finir puisque rien ne sera comme avant. Dans les Sud Kivu, plus de 100 camions bloqués depuis septembre 2023 suite au délabrement très avancé de la route à Kilugutwe en territoire des Mwenga sur l'axe Bukavu-Kamituga sur la RN2. Le reportage de Pascal Mouni rendu par Elie Bouhendoa de la RTNC Bukavu en Dilan. Suivez. S'enquérir de l'évolution des travaux de suppression des bourbiers entre Toubimbi et Kamituga sur la RN2, c'est l'objet d'une mission tripartite Office des routes et FONER et les bureaux techniques de contrôle à Kilungutwe chez Ferry de Bourigny en territoire des Mwenga. Lancé au début de décembre 2023, ces travaux n'avancent pas comme prévu suite aux interruptions, notamment les élections ainsi que les festivités des fins et des nouvelles années, mais ainsi que d'une forte pluviométrie. Les pluies ont fait des dégâts, entre autres les affaissements
vents à plusieurs endroits et des éboulements des terres perturbant la circulation. Malgré tout cela, le directeur provincial intérim de l'Office des routes Sud Kivu, ingénieur Alain Mugangu, instruit son équipe à faire diligence pour évacuer plus de 100 camions bloqués depuis novembre 2023 entre les ponts Mudubo en chefferie de Bourigny et les ponts Kilungutu et séparant Bourigny et Luinti. Et effectivement, nous voyons que c'est grave. Et nous avons l'obligation de libérer d'abord les camions qui ont des vivres en partance de Kamituga pour qu'ils arrivent et voir comment réduire les prix au niveau de Kamituga. L'ingénieur Roger Kipanga du BTC demande à l'Office des routes d'accélérer avec les travaux pour que reprenne le trafic. Nous demandons à l'entreprise de faire diligence pour avancer et nous sommes là pour l'accompagner. Ce n'est pas seulement le contrôle comme nous devons aussi apporter nos idées. Suite à cette situation calamiteuse, la société civile alerte les autorités sur la misère que traverse la population du territoire de Mwenga et envisage des manifestations si rien ne change. Suivez également ces plaidoyers du directeur général des Trans Academia, plaidoyer sur les subventions au fonctionnement et aux opérations de cette société. Cette euphorie doit être pérenne dans les rangs des étudiants congolais qui restent reconnaissants envers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chaque fois qu'ils sont transportés dans des bus Transacademia. Cet établissement public des transports des étudiants qui totalise sous peu une année depuis sa création, le bilan reste donc positif. Pour un début, nous sommes très positifs. C'est que c'est un modèle purement congolais. C'est aussi l'occasion pour nous encore de jeter des fleurs à l'initiateur du projet, qui n'est rien d'autre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, le bus se roule. Transacademia n'achète pas le carburant, c'est l'État congolais qui nous dote de carburant. Il nous arrive de ne pas nous approvisionner le soir. Depuis un certain temps, on nous demande de nous approvisionner le jour. Alors quand il faut aller le matin à la station et ensuite aller ramasser les étudiants, vous voyez ce que ça fait. Quant aux subventions, elles sont attendues, des pieds fermes. Le problème de retard de paiement, de salaire, n'est pas un problème managérial. L'établissement Transacademia, au regard de son caractère social, dépend totalement des subventions de l'État. Nous attendons les subventions du mois de juillet, du mois d'août, du mois de septembre, du mois d'octobre, pour ne citer que ces 4 mois pour lesquels un document a été établi, et il y a même un DTE que nous attendons. Mais aussi nous attendons celui de novembre et de décembre. Nous sommes un projet vital. Nous portons quelque chose, nous portons un trésor entre nos mains et nous devons l'entretenir. J'en appelle au calme, à la patience, puisque les démarches sont entreprises. Notre ministère de tutelle le porte. Et le Premier ministre a dû même, par son DIRCAB, adresser une correspondance au ministre des Finances. Il ne faudra pas ouvrir la brèche aux manipulateurs. Par contre, il faudrait être serein. Rappelons qu'en décembre 2023, le staff dirigeant des Transacademia avait remis quelques vivres au personnel pour les festivités de fin d'année. C'était à la grande satisfaction de tous. Dans les Hautes-Souélés, il s'est tenu une réunion d'évaluation du processus électoral et de soutien à la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à l'issue d'une grande réunion mettant autour d'une table les hauts cadres de la fédération du parti présidentiel dans les Hautes-Souélés que cette motion de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la suite de sa réélection, élue par Alexis Ambambela, président fédéral. Après avoir participé aux élections du 20 décembre 2023 et battu campagne en faveur de notre candidat président numéro 20 et sa proclamation provisoire par la Commission électorale nationale indépendante ainsi que sa confirmation par la Cour constitutionnelle, avons accueilli avec très grande satisfaction la réélection de notre camarade, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la fédération de l'UDPS Tshisekedi et l'ensemble de la population du Haut-Ouélé, les ententes de ce second mandat du chef de l'État sont énormes. Ce qui prouve en suffisance que la province du Haut-Ouélé figure au plus haut niveau parmi celles qui ont largement contribué à cette brillante victoire
synonyme de l'attachement de la population du Haut-Ouélé à sa vision. C'est pourquoi elle attend en retour sa représentation substantielle à la gestion de notre pays à tous les niveaux après ce grand travail abattu. Sur le plan sécuritaire, la Fédération du Haut-Ouélé dénonce les menaces de la déstabilisation et en appelle à la vigilance. La Fédération de l'UDP Tshisekedi Haut-Ouélé condamne avec grande fermeté et sa dernière énergie l'égarement des fils du terroir à la personne de M. Corneille Nangaa Yobbeluo qui a opté de conquérir le pouvoir par la voie criminelle et un mode anticonstitutionnel dont l'Assemblée des Congolais n'en a plus besoin au début de ce 3e millénaire. Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. 4 ambassadeurs respectivement de l'Union européenne, du Japon, de la Grèce et des Corées du Sud ont présenté au cours de la semaine leur lettre de créance au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a aussi reçu au Palais de la Nation une délégation de la Cour constitutionnelle venue lui remettre une copie de la reportant la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle de décembre 2023. Les résumés des activités déployées par le chef de l'État avec Pierre Kibambeso-Moïsa. 48 heures après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu au Palais de la Nation une délégation de cette Cour venue lui remettre une copie de l'arrêt 0016 du 9 janvier 2024 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle de décembre 2023. Était en face du chef de l'État le directeur électoral du greffe, Lucien Instrumental, et le greffier audiencier de la Cour constitutionnelle. Cet acte administratif constitue la dernière formalité juridique autorisant la prestation des serments du président réélu devant la Cour constitutionnelle. Le protocole d'État a reçu le quitus d'organiser la dite cérémonie au stade de Martyrs le 20 janvier prochain. Toujours au Palais de la Nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de Nicolas Berlanga Martinez de l'Union européenne. Il était coordinateur principal de l'UE pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Il a aussi exercé les fonctions d'ambassadeur de l'Union européenne en Somalie et au Togo. Ogawa Hidetoshi est le nouvel ambassadeur du Japon en RDC. Il était ministre-chef des missions adjoints près l'ambassade du Japon en Belgique et à la mission du Japon près de l'OTAN. Reçu à son tour par le président de la République, Antonios Papadopoulos, a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur de la Grèce. Il a assumé également les charges des directeurs à la direction de relations économiques bilatérales avec les pays de l'Europe du Sud-Est et de premier conseiller à la représentation permanente de la Grèce à l'Union européenne. La série des audiences auprès du président de la République s'est clôturée